On parle de plus en plus des soins de support parce que de plus en plus de patients vont vivre longtemps avec leur maladie, avec des traitements ou avec des séquelles des traitements qu'ils ont reçus. Donc l'attention, du coup, s'est portée de la survie à tout prix vers la qualité de vie, notamment pour ces patients qui vont vivre des années. Et qui dit qualité de vie dit prise en charge globale, et prise en charge globale d'un certain nombre de symptômes, dont la douleur, les difficultés psychologiques, les difficultés nutritionnelles. Donc c'est une première chose qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas des soins de support d'un côté et une prise en charge oncologique de l'autre. Ça n'a absolument aucun sens. Et dans la définition des soins de support, une des premières choses qui a été mise en avant, c'est la coordination des acteurs entre eux et des acteurs avec l'équipe oncologique. C'est important que les patients comprennent que l'équipe oncologique est concernée par leur qualité de vie, par l'ensemble de leurs symptômes, et que c'est cette équipe qui va pouvoir, selon ses symptômes, les orienter éventuellement vers des professionnels. Par exemple, dans ces soins et soutiens, il y a la prise en charge de la douleur. Ça ne veut pas dire que tous les patients vont voir un médecin de la douleur. Ça veut dire que tous les patients ont le droit à ce que leur douleur soit évaluée et traitée par l'équipe oncologique, infirmières et médecins autant oncologues que médecins généralistes. Que si cette équipe ne s'en sort plus, parce que la douleur est devenue complexe ou trop difficile à gérer, elle pourra faire appel à un médecin de la douleur. Comment orienter les patients? Quels patients pour quels soins de support? Pour répondre à ces questions, des outils d'évaluation systématique des besoins du patient commencent à être utilisés par les équipes oncologiques, voire par le médecin généraliste. Un patient qui, par exemple, spontanément se plaindra beaucoup de sa douleur et très peu de sa souffrance psychique, si on évalue systématiquement ses besoins, on va se rendre compte qu'il est peut-être déprimé et on va l'orienter correctement vers un psy. Donc, il y a des outils à développer, il y a des soignants à former, et il y a des patients à informer correctement. Et là, je pense que c'est vraiment fondamental que les patients comprennent qu'il n'est pas question pour eux de fragmenter leur prise en charge et de réserver les questions psy aux psychologues, de réserver les questions nutrition aux nutritionnistes et de ne parler que du cancer avec le cancérologue. De plus en plus de patients font appel pour leur bien-être à des approches non conventionnelles qu'il est recommandé d'intégrer dans leur programme de soins. Dans les soins de support, il y a un certain nombre de dimensions fondamentales. Douleur, nutrition, prise en charge psychologique et sociale, prise en charge des troubles de la mobilité, soins palliatifs le cas échéant. Ces dimensions-là, elles doivent être accessibles à tous les patients. Après, il y a des approches moins conventionnelles qu'on ne trouve pas partout, qu'on trouve de plus en plus partout pour certaines, comme l'activité physique, qui a vraiment montré son efficacité et qui est en passe d'être proposée à tous les patients. La socio-esthétique aussi, mais vous avez un certain nombre d'approches, le tai chi, le qigong, la méditation, enfin, y a pléthore d'approches comme ça qui font du bien aux patients, qui pour autant n'ont pas forcément montré leurs bénéfices, en tout cas pas pour tous les patients tout le temps, ou qui ne sont pas faites par des professionnels de santé, ou qui ne sont pas remboursables, enfin, qui sont des approches qui sont un petit peu compliquées à intégrer dans un programme de soins standard. Ces approches-là, on peut les trouver à l'hôpital, et c'est plutôt bien parce que ça permet au moins une coordination avec la prise en charge oncologique. On peut les trouver à l'extérieur de l'hôpital, et à ce moment-là, il y a vraiment une chose fondamentale à retenir, c'est que si elles ne sont pas coordonnées avec la prise en charge oncologique, ce ne sont pas des soins de support. Ce qu'on appelle soins de support, c'est vraiment une des parties de la prise en charge oncologique globale. Et ça, c'est aussi un message fort pour les patients. C'est de l'équipe oncologique et du généraliste qui coordonne la prise en charge qu'il faut attendre l'orientation vers ces soins et la garantie que ça a un sens intégré dans la prise en charge globale. Le dialogue, petit à petit, est devenu très difficile entre nous, parce que je pense qu'on était enfermés dans nos peurs, dans nos angoisses. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure de tous ces traitements que vraiment on s'est rendu compte à un moment qu'on allait dans le mur tous les deux. Et on a eu vraiment besoin d'aller voir quelqu'un si on voulait justement ne pas aller dans le mur, de retrouver un dialogue. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se faire aider, c'est important. La souffrance psychique est fréquente. Un patient sur deux, en moyenne, à un moment donné, ne va pas très bien psychologiquement. 15% de déprimés. Ça fait quand même, un patient sur 7 ou 8 a une dépression relevant d'un traitement antidépresseur. Mais c'est sans parler des troubles du sommeil, de l'anxiété, des anxiétés par exemple avant les examens ou avant les traitements, et puis des répercussions qu'on voit moins, comme les répercussions sur la famille.
patients qui deviennent irritables, des relations de couple qui se détériorent, des difficultés à assurer sa vie sociale parce qu'on n'est pas à l'aise avec l'image de soi ou parce qu'on est trop fatigué, et du coup on se coupe de son soutien social, du coup on ne va pas bien. Enfin, voilà, le message c'est la répercussion psychique de la maladie est vraiment chose fréquente, c'est pour ça qu'on trouve des psys d'ailleurs en cancérologie de plus en plus et c'est une bonne chose. N'hésitez pas à en parler et ou votre médecin ou un psychologue ou un psychiatre vous permettra de faire le tri entre certes une souffrance psychique qui est présente mais qui n'aura pas d'impact et qu'on ne pourra pas forcément gommer, c'est difficile et triste d'être malade et ça aucun psy ne l'enlèvera, mais faire la différence entre cette souffrance psychique-là et la souffrance qui va détruire au quotidien le plaisir de vivre, la qualité du sommeil, la qualité des relations de couple, la qualité du travail. Et c'est cette souffrance qui détruit qu'on cherche absolument à cibler et à aider, parce qu'au contraire, quand ils sont malades, les patients ont particulièrement besoin d'avoir un soutien social, d'avoir un soutien familial, d'avoir des nuits réparatrices, d'avoir du plaisir à vivre, parce que justement, il y a des moments où c'est moins facile de trouver du plaisir. Même s'il y a des choses qui rappellent tous les jours ou bien pendant quelques minutes la maladie, que ce soit physiquement ou psychologiquement, il y a des moments où on se reprend encore à être heureux, à rire, à faire certains projets et à avoir de la joie simplement. Il arrive, ça arrive. Mais il faut le temps, parce qu'après le diagnostic, vous êtes sur j'appellerais ça un yo-yo émotionnel. Vous passez du désespoir le plus fou à l'espérance la plus folle. Et à un moment donné, ces deux courbes se rejoignent. Et vous savez, être émotionnellement, je ne dirais pas neutre, mais stable.